secondes la trajectoire d'un obus. Mais il fallait 2 jours de programmation pour rendre possible ce calcul. Finalement, Grace Hopper, capitaine de la US Navy, résout le problème en inventant un langage de programmation, de l'anglais simplifié, que la machine est capable de traduire en code binaire. Dès lors, on peut utiliser un clavier pour écrire un programme, au lieu de s'enquiquiner avec les commutateurs. Ce premier langage, baptisé COBOL, ouvre la voie à d'autres, tels le Fortran ou le BASIC, qui contribuent à rendre les ordinateurs plus faciles à utiliser. Aujourd'hui, programmer consiste à taper de longues listes d'instructions sur le clavier d'un ordinateur. Avant la révolution micro, le grand public ne voyait jamais d'ordinateur. Ces machines géantes étaient dissimulées dans les sous-sols climatisés des banques et des compagnies d'assurance et n'avaient sur notre vie qu'une influence très indirecte. Quelques écoles ont bien commencé à s'équiper de terminaux, mais sans susciter le moindre intérêt, sauf de la part de quelques élèves qui tombent amoureux de cet univers numérique et qu'on appellera bientôt les nerds. Un jour, j'ai emporté chez moi un livre sur le PDP-8 et c'est devenu ma Bible. Certains se prennent de passion pour les mots croisés ou pour un instrument de musique. Moi, je ne sais pas pourquoi, je suis tombé amoureux de ces petits schémas qui décrivaient les circuits internes des ordinateurs. Avec un peu de maths, j'arrivais à résoudre des problèmes, à trouver des solutions personnelles, et ça me rendait heureux. On tapait les commandes, on attendait un peu et tout à coup, l'engin nous sortait une réponse. À l'époque, c'était phénoménal, surtout aux yeux d'un gamin de 10 ans. Il suffisait d'écrire un programme en langage basique ou Fortran, et cette machine était capable de s'approprier notre idée et, d'une certaine façon, de l'exécuter. Et si les résultats correspondaient à ceux qu'on avait prévus, ça voulait dire que le programme fonctionnait. Le tout était palpitant. Posséder son propre ordinateur, le rêve de tous les nerds. Cela a été rendu possible par une innovation technologique. J'ai nommé la puce, le microprocesseur. Voilà ce qui vous permet de poser un ordinateur sur votre bureau. Les ordinateurs des années 50 étaient énormes parce qu'ils contenaient des milliers de ces tubes à vide. Les tubes ont d'abord été remplacés par des transistors, encore trop gros pour construire des ordinateurs domestiques. Puis, on est entré dans l'ère de la miniaturisation. Cette petite plaquette de silicium contient plus d'1 million de transistors. Le microprocesseur a engendré le micro-ordinateur. Et c'est pour ça qu'on parle de Silicon Valley et pas de Computer Valley. Voici le siège d'Intel, fondé par les inventeurs du microprocesseur. Intel a été créé il y a 28 ans par une poignée d'ingénieurs en désaccord avec leur patron. Aujourd'hui, leurs puces font tourner 85% des ordinateurs dans le monde. En même temps que la puce, Intel a inventé la culture informelle d'entreprise, toujours en vigueur à Silicon Valley. Pas de parking réservé, OK Bob au lieu de oui monsieur le directeur, et pas de bureau, seulement des box. Voilà le box du président. Gordon Moore est l'un des fondateurs d'Intel. Sa fortune dépasse les 3 milliards de dollars. Moi, si j'étais aussi riche, j'aurais un bureau, ou au moins une porte. Dans notre secteur, les gens qui comptent sont ceux qui comprennent ce qui bouge, et ce ne sont pas forcément les dirigeants. Il est fondamental que ces gens-là jouent un rôle décisionnel. Nous nous sommes organisés pour que toutes les personnes compétentes aient leur mot à dire, quel que soit leur statut dans l'entreprise. En 1974, Intel produit la puce 8080, assez puissante pour faire fonctionner des ordinateurs. Mais bizarrement, à Intel, personne n'y pense. Leur produit est destiné aux machines à calculer et aux feux de circulation. Intel détient tous les éléments pour créer la micro-informatique, mais l'étincelle ne jaillit pas. Heureusement, elle s'allumera ailleurs. En janvier 1975, la couverture d'une revue annonce la naissance du premier micro-ordinateur, baptisé Altair 8800. C'est l'idée saugrenue d'un ancien officier de l'armée de l'air, Ed Roberts.
Aujourd'hui, je me rends compte que c'était un projet mégalomaniaque. Si je devais le refaire maintenant, je renoncerais d'avance parce que je verrais tout de suite que c'est impossible. Mais à l'époque, on était jeunes et sans expérience. On ne savait pas qu'on ne pouvait pas le faire. En 1995, on a organisé une exposition pour célébrer le 20e anniversaire du célèbre Altaïr. Ed Roberts rappelle modestement qu'il a construit cet ordinateur pour la seule raison qu'il rêvait d'en posséder un lui-même. On était quelques-uns à mourir d'envie d'utiliser les ordinateurs. À l'époque, on n'en trouvait que dans les grandes compagnies. Il fallait obtenir une autorisation pour s'en approcher. En fait, personne n'y avait accès. Rien que l'idée qu'on pouvait avoir un ordinateur et l'utiliser comme on le voulait, c'était génial. Cette idée géniale et irréaliste s'est concrétisée bien loin de Silicon Valley et des pompes de l'électronique. Dans le désert du Nouveau-Mexique, à Albuquerque, où Ed Roberts possédait une fabrique de calculatrices appelée MITS. En 1974, MITS est au bord de la faillite. Je suis allé voir ma banque. Soit ils acceptaient de nous prêter 65 000 $, soit on fermait. Quand ils m'ont demandé combien je pensais vendre de ces nouvelles machines la première année, j'ai répondu 800, ce qui était plus qu'optimiste. Un mois après le lancement, on recevait 250 commandes par jour. L'Altaïr était vendu en kit. Il fallait s'armer d'un fer à souder et l'assembler soi-même. Le plus souvent, il ne marchait pas, mais il existait. Il n'était pas cher et les cinglés d'informatique se sont rués dessus. Il y a des gens qui étaient tellement impatients d'avoir leur ordinateur qu'ils sont venus camper avec leur caravane sur le parking de MITS, au lieu d'attendre qu'on leur envoie. This is an Altair computer, the first personal computer. Moi aussi j'ai un Altaïr, et pas n'importe lequel. La deuxième machine fabriquée. La première, envoyée à une revue pour être photographiée, a été perdue par la poste. Cette boîte est donc le plus ancien ordinateur individuel au monde. Une pièce de collection qui marche toujours. Mais pour faire quoi? Sur le devant, il y a des rangées d'interrupteurs et des voyants lumineux. Derrière, il n'y a rien. Aucune prise qui permette de brancher un clavier, un moniteur ou une imprimante. En fait, cette machine ne sert quasiment à rien. Pourtant, ceux qui en possédaient une en 1975 étaient ravis. Très vite, les amateurs d'informatique forment des clubs pour parler de leurs nouveaux jouets. Celui de Silicon Valley, le Homebrew Computer Club, se réunissait dans une joyeuse pagaille tous les mercredis soirs sous la houlette du président Lee Felsenstein, qui faisait semblant de prendre son mandat au sérieux. J'ouvrais la séance en faisant un bruit infernal. C'était le seul moyen d'attirer l'attention dans ce chahut. On se prenait un peu pour des savants fous, au génie méconnu. Mais tout ce qu'on voulait, c'était avoir un vrai ordinateur à nous. Roger Mellen et Harry Garland, tous deux propriétaires d'un Altaïr, avaient rejoint le club parce qu'ils se demandaient ce qu'on pouvait bien tirer d'un bidule aussi inutile. Au club, tout le monde était d'accord. Avec l'Altaïr, on tenait une solution. Il fallait trouver le problème. Programmer l'Altaïr était un vrai casse-tête. Pour lui faire exécuter une opération aussi simple que 2 + 2, il fallait d'abord manipuler 9 interrupteurs différents pour rentrer chacun des chiffres. Ajouter le signe plus, de nouveau 9 interrupteurs. Et si la troisième loupiote en partant de la gauche s'allumait, le résultat était 4. Eureka! À force d'expérimenter et de bidouiller, les membres du club finissent par faire quelques trouvailles qui leur ont laissé de bons souvenirs. Steve Dampier était dans son coin en train de rentrer un long programme. Quelqu'un s'est pris les pieds dans les fils et a débranché l'appareil. Steve a dû recommencer à zéro.
On se demandait ce qu'il trafiquait et pourquoi il se donnait tant de mal pour voir clignoter quelques loupiottes. On posait un poste de radio à côté de l'Altaïr et il se mettait à jouer de la musique.